Je ne me situe pas dans la confrontation entre ces deux courants, mais plutôt sur un socle qui serait en dessous et sur quoi tout repose en fait. Et ce qui est important, c'est comment on éduque un enfant à la responsabilité, comment il devient responsable. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver. On parlait d'éducation ce matin avec mon invité Eudes Semeria. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Psychologue clinicien, psychothérapeute existentiel et vice-président de l'Association française de psychologie existentielle. C'est quoi l'approche existentielle ? L'approche existentielle, c'est une approche parmi d'autres, au milieu de la psychanalyse ou des TCC, des thérapies comportementales. Ça consiste à être dans le courant humaniste, c'est-à-dire considérer que les personnes sont en croissance tout au long de leur vie, et puis surtout, on s'interroge sur le fait même d'exister. Qu'est-ce que ça fait d'exister ? Ça nous confronte à nos limites, à notre condition humaine. Donc la mort, la solitude, la question du sens de la vie, et puis la responsabilité qui consiste à faire des choix sans arrêt. Et puis un cinquième enjeu qui est la contradiction. On va se débattre toute sa vie avec ces contradictions internes, et ça c'est indépassable. Donc ces indépassables-là, ils nous angoissent, et qu'est-ce qu'on fait pour dépasser ces angoisses ? Vous êtes militant de l'abus d'anglicisme. En quoi constitue-t-il un problème ? Alors, c'est l'abus d'anglicisme, donc c'est un abus déjà par définition. Alors je ne suis pas contre la langue anglaise, alors puisqu'on parle d'éducation, mais contre l'abus d'anglicisme, parce que si on regarde finement, d'abord la plupart veulent rien dire, ou disent des choses très très banales, qu'on habille comme ça, qu'on rhabille sous des formes un peu exotiques. Beaucoup dans l'amour d'ailleurs, le couple, connaissiez-vous le machin truc, le ghosting, le truc, enfin des choses. Donnez-nous des exemples, parce que c'est ça qui est intéressant dans les nouveaux mots. Je ne les retiens pas, vous imaginez bien que moi j'en utilise jamais, mais je tape dessus parce que même dans les entreprises ou partout, ce sont aussi des outils de domination et de contrôle des gens. Donc je ne vois pas au nom de quoi on devrait renoncer à notre langue si belle, si riche. Ça fait intelligent. Non, c'est pas ça. C'est que d'utiliser des anglicismes. Oui. Ça fait intelligent, ça fait mystérieux. Ça fait je connais le problème, je suis un spécialiste. Alors que je le connais pas. Alors c'est l'expertise à la portée des incompétents au fond. Et alors pourquoi vous conseillez-vous aux parents, puisqu'on va parler d'éducation ce matin, de faire la chasse aux anglicismes ? C'est quoi le problème avec les enfants ? D'abord, c'est pas le sujet central du livre. Non, mais c'était intéressant parce que... Mais parce que tout l'objet de ce livre, c'est la responsabilité. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité ? C'est très simple, c'est se situer. Je suis où dans l'espace, le temps, la relation. Voilà, ça vous a repris la main. C'était pas ma question. Mais j'y viens. Je viens. On va y aller. Alors, situez-vous aussi dans votre langue. Ouais. Et les anglicismes, c'est une manière de faire semblant de parler un petit peu, de dire des choses qu'on comprend à peine ou à moitié. La plupart du temps, les gens ne savent même pas comment traduire, par exemple, burn-out. Burn, c'est quoi, burn ? Peut-être que vous le savez, mais la plupart... Burn-out ? Oui, ça va être brûlé de l'intérieur. Ouais. C'est se consumer. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, donc... Alors maintenant, il y a le burn-out, le bore-out, enfin, il y a toute la... Oui, c'est ça, il y a toute une déclinaison. Il y a toute une déclinaison de termes qu'on ne comprend plus. C'est ça. Et en fait, situez-vous, si vous voulez être responsable et donc mener une vraie vie vécue, vraiment vécue, alors situez-vous dans votre langue, c'est la moindre des choses. Qu'est-ce que je dis ? Comment mes livres sont truffés d'étymologie, par exemple. D'où viennent tel et tel mot. Ça, c'est intéressant parce qu'on comprend mieux de l'intérieur la langue. Et quand on vient d'un pays ou qu'on a grandi dans une culture qui vient d'ailleurs, est-ce qu'on peut utiliser des mots de son pays d'origine ? Mais bien sûr. Situez-vous déjà dans vos origines, votre histoire dans le temps, et puis dans votre culture, bien entendu. C'est pas une position de principe contre l'anglais lui-même. Moi, j'ai aucun problème avec l'anglais. C'est l'abus d'anglicisme. Voilà. Construisez une pensée claire et bien comprise. On comprend que vous n'aimez pas trop l'américanisation, quand même. Non, mais j'ai un petit passage dans le livre là-dessus, bien sûr. Tout ce qui vient un petit peu nous détourner des valeurs qui sont les nôtres. Bon, c'est important parce qu'ils sont partout. Oui, mais sur la question de la langue... Et les nouvelles générations les utilisent très 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 facilement, de toute façon. Oui, enfin, tous ces anglicismes, il faut remarquer qu'ils disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. C'est-à-dire qu'il y a des tombereaux d'anglicismes nouveaux tous les jours, et puis qui disparaissent le lendemain. Enfin, bon, c'est une question de mode. C'est une question de mode, mais qui passe beaucoup, parce qu'on voit que les jeunes, même s'ils utilisent beaucoup les anglicismes, en vieillissant, ils les utilisent de moins en moins, sauf peut-être dans certains milieux professionnels, informaticiens, etc. Manager.
Vous publiez « Éduquer, c'est rendre responsable », les nouvelles clés pour aider votre enfant à bien grandir chez Albin Michel. Aujourd'hui, en matière d'éducation, 2 grands courants s'opposent, alors assez violemment d'ailleurs, c'est assez bizarre, parce que ça n'avait fait, pendant, on va dire, une 30aine d'années, tout le monde vivait dans son coin, et là, depuis 5-6 ans, il y a un vrai clash entre l'éducation positive et ceux qui sont tenants d'une éducation plus rigoriste. Pourquoi ? Et parce que, après quelques dizaines d'années d'essais de l'éducation dite positive, les gens sont totalement épuisés, ils sont passés à côté de leur objectif, tout simplement, parce que, en fait, ça devient une éducation laxiste qui n'a plus de repères, tout simplement. Donc, actuellement, on a Caroline Goldman, puisque c'est elle qui... C'est la porte-parole et le porte-drapeau de l'anti-éducation positive. Alors, je ne sais pas s'il faut s'opposer, il est évident qu'il faut être positif, en tout cas bienveillant avec ses enfants, ça c'est une règle infrangible, hein. Et il est évident par ailleurs qu'il faut aussi être parfois un peu ferme. Pourquoi ? Parce qu'il faut poser des limites aux enfants. Les limites ne sont pas une contrainte, ce sont des outils. Et là encore, vous voyez, on revient à la question de se situer. Oui, si un enfant dépasse des limites verbales ou physiques, on fait en sorte qu'il ne les dépasse pas. Oui, mais c'est une évidence. Ouais, mais cette cacophonie fait que les parents se sentent complètement perdus aujourd'hui, avec l'impression de toujours mal faire au final. Oui, et puis dans les pays scandinaves où ils sont allés très loin là-dessus, là ils sont revenus en arrière. C'est pratiquement devenu une maltraitance des parents, l'éducation positive. Donc faites-vous marcher dessus et les enfants seront heureux, quoi. Mais non. Donc moi je me situe pas dans la confrontation entre ces 2 courants, mais plutôt sur un socle qui serait en dessous et sur quoi tout repose en fait. Et donc ce qui est important, c'est comment on éduque un enfant à la responsabilité, comment il devient responsable. Oui, puisque pour vous, les deux socles en matière d'éducation, c'est devenir toujours plus responsable et s'affirmer. Alors déjà, il faut peut-être définir ces définitions. Alors responsable, comme je l'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'être responsable ? Beaucoup de gens me disent, moi je suis responsable parce que je vais travailler, je paye mes impôts, Non, ça c'est pas être responsable, c'est obéir. Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne payez pas votre loyer, vous êtes à la rue. Donc vous êtes obligé de payer votre loyer à l'heure, d'aller travailler, etc. Donc ça, c'est pas de la responsabilité, c'est de l'obéissance. Qu'est-ce que c'est la responsabilité sans obéissance ? Sans obéissance. Ce qui serait une obéissance à soi-même, c'est se situer. Et l'exemple métaphorique le plus clair, c'est celui de la voiture. Vous êtes au volant de la voiture. Vous allez vous situer parce que déjà vous devez savoir conduire la voiture, vous savez où vous allez, comment vous y allez, où vous êtes, et puis surtout vous êtes très attentif à ce qui se passe sur la route. Tout ça, c'est que de la responsabilité. Et moi, ce que j'essaye de développer dans ce livre, c'est comment on devient responsable par rapport au temps, à son histoire. On se situe. J'essaye de récupérer mes souvenirs, par exemple. Alors on verra comment tout à l'heure. Mais puisqu'on est toujours dans la voiture, ça veut dire quoi se situer et quel rapport avec l'éducation ? Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on se situe plus puisqu'on a un GPS qui nous situe à notre place. Oui, c'est-à-dire qu'avant, on connaissait le nom des rues, on connaissait le chemin avant. Et on le connaissait même très bien, on savait par où il fallait passer, on savait lire un plan. Aujourd'hui, avec le GPS, on est complètement passif, on monte dans la voiture, on inscrit la destination dans le GPS et on suit. Et est-ce qu'on se situe vraiment, finalement, quand on suit Oui, d'abord, c'est un outil qui vous permet de mieux vous situer, qui va vous seconder dans le fait de vous situer, mais c'est pas un outil qui va regarder à votre place sur la route, s'il y a des gens qui traversent ou pas. C'est pas un outil qui va vous expliquer comment conduire la voiture. C'est une responsabilité de conduire une voiture. Je vais vite, pas vite, je freine, je regarde le rétro, etc. Vous êtes toujours dans une situation de responsabilité. La meilleure preuve, c'est que énormément de gens font des crises d'angoisse au volant, renoncent à conduire, en particulier sur l'autoroute, ou même tout court. Donc c'est des gens qui ont l'impression qu'ils touchent plus les pédales, en fait. Donc, je suis un petit enfant qui, au nom de quoi, moi, à quel titre je conduis une voiture, vous vous rendez compte ? Je suis pas, venez me chercher. Donc, il y a des tas de gens qui appellent pour qu'on vienne les chercher. Et c'est pour ça que c'est une métaphore intéressante.
Se situer, c'est pas parce qu'on a des outils. Avant, on avait des cartes. On ouvrait la carte et puis on savait d'où on partait. Voilà, et on savait quelle rue on prenait, on empruntait et où on allait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais un test souvent avec les adultes. Je leur dis, vous connaissez les noms des petites rues autour de chez vous? Très peu de gens connaissent. On connaît les grandes avenues qui se coupent, mais les petites rues, je recommande de les connaître par cœur, d'avoir le plan. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants, le plan dans la tête. C'est-à-dire, je suis à telle rue, on le dessinait sur la nappe. C'est un outil pour les parents. On dessinait le quartier sur la nappe au restaurant en attendant, avec les commerces, et c'était très ludique. Et l'enfant, sans s'en apercevoir, se situe. Et quand vous êtes situé, la magie de ce truc, c'est que vous êtes rassuré. Voilà, ça vous libère des capacités cognitives et vous pouvez vous consacrer à ce qui vous plaît ou ce qui vous construit. Alors se situer dans le temps, dans l'espace, se situer où d'autre? Oui, c'est ça. Alors dans le temps, c'est non seulement se situer dans son histoire, récupérer le corps de sa vie, donc quels sont les morceaux que j'ai oubliés. Donc il y a tout un travail à faire. D'ailleurs dans le livre là-dessus, il y a un guide. Et puis c'est aussi être à l'heure. Ni en avance ni en retard. Si on remarque qu'on a une tendance à être tout le temps en retard, on essaye de se synchroniser dans des limites horaires, et puis on anticipe, etc. Dans l'espace, c'est ce qu'on a dit, c'est se situer géographiquement, mais aussi il y a des gens par exemple qui habitent à Paris mais qui rêvent de retourner en Bretagne ou en Alsace parce qu'il y a leurs parents, leur famille. Donc ils sont entre deux, ils habitent pas vraiment chez eux et généralement ils investissent même pas les murs, la déco, et il y a un moment où il faut accepter d'être là où on est. C'est la même chose en réunion, quand les gens sont ailleurs ou quand vous êtes ailleurs tout le temps. Donc vous êtes là où vous êtes et c'est un très bel exercice à faire. Sinon vous regardez la pendule. Mais les enfants font ça. Moi à l'école je regardais la pendule et l'aiguille des minutes était d'une lenteur désespérante et c'était atroce, quoi. Alors que quand vous êtes plongé dans le cours et que vous dites tiens c'est intéressant, ça passe très vite. D'accord. Il y a une autre façon, d'autres moyens de se situer qui sont bien sûr, à inculquer aux enfants. Bien sûr, il y a la relation. La relation, on se situe, est-ce qu'on est trop près, trop loin? C'est un travail de très longue haleine, en fait, de montrer aux enfants qu'on n'est ni fusionnel, on n'est pas fondu dans une masse comme ça, une pâte familiale ou collective, ni trop loin, ni trop indépendant. Alors on cherche cette limite par l'éducation, justement, en permettant à l'enfant... il y a une sorte de paradoxe qui est que l'enfant arrive au monde et il y a un attachement très fort, bien entendu, dont sa vie dépend. Et en même temps que cet attachement se développe, il faut aussi travailler au détachement. C'est-à-dire l'emmener au bac à sable, lui permettre de s'affilier, de trouver des amis sans avoir l'impression de trahir la famille, quoi. Donc ça, c'est apprendre à se situer dans la relation, et puis plus tard, dans les questions sentimentales... etc. Et puis ensuite, il y a une nécessité de se situer dans les ressources, à quoi sert une banque, à quoi sert une mairie, etc. Et dans l'actualité du monde tel qu'il va. C'est-à-dire beaucoup de gens se disent, moi je me ferme, ça m'agresse, l'actualité, la guerre ici, etc. Je regarde plus. C'est une erreur, parce que vous n'avez plus de quoi nourrir finalement cette vie intérieure, et vous n'avez plus les moyens tellement de vous situer. Enfin, vous êtes écolo, féministe, tous ces courants, qu'est-ce qu'on en fait, où on va. Donc c'est très très important de se situer et de choisir un camp. Parce que se situer, parfois, ça va plus loin. C'est-à-dire, je n'ai pas juste un avis ou une opinion, j'ai un engagement. Et là, vous êtes extrêmement bien situé. Ça fait partie des valeurs. Avec Eudes Semeria, qui est mon invité aujourd'hui, éduquer, c'est rendre responsable. Les nouvelles clés pour aider votre enfant à bien grandir chez Albin Michel. Et heureusement, Eudes a éternué pendant la page de pub, parce que sinon, ça allait faire trembler vos enceintes. On a vu tout à l'heure une des deux notions qui sont importantes pour vous, un des deux piliers d'une éducation réussie, c'est-à-dire que d'abord pour un enfant, c'est devenir plus responsable. Et donc le deuxième pilier, c'est s'affirmer. Alors qu'est-ce que vous mettez dans cette valeur-là ? Alors s'affirmer, c'est ce que moi j'appelle, j'utilise un néologisme qui est autorité. S'affirmer, c'est être auteur de sa propre vie. Alors attention, autorité, c'est pas autorité. C'est pas autorité. L'autorité qu'on connaît et qu'on utilise de manière ordinaire, c'est un pouvoir de commandement. Alors que là, je parle d'autorité, c'est-à-dire la capacité à être auteur de sa vie, de ses actes, de ses paroles. C'est un mot qui vient du latin auctoritas, qui était une prérogative des sénateurs romains,
qui pouvaient se porter garant, comme ça, de personnes, par leur signature. Et c'est devenu auteur, ensuite. L'auteur, c'est celui qui signe ce qu'il a fait. Et ça vient de l'indo-européen, d'une racine qui est AUG, aug, et qui a donné en français augmenter. Et bien, c'est exactement ça. L'autorité, ce que j'appelle l'autorité, c'est la capacité à s'augmenter, mais aussi à signer ses paroles et ses actes et sa position, ses positions. C'est ça, s'affirmer. C'est ça, s'affirmer, parce que s'affirmer ou s'estimer, il faut d'abord s'estimer, et s'estimer, ça renvoie à la valeur. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur personnelle ? Alors, beaucoup de gens croient que leur valeur, c'est leur qualité. Par exemple, je suis gentil, je suis à l'écoute des gens, je suis bienveillant. Ça, ce sont des qualités, mais ce n'est pas ce que j'appelle la valeur intrinsèque qui vous permet d'être auteur de votre vie. Il n'y a qu'une, à mon sens, je peux me tromper, à mon sens, il n'y a qu'une manière d'avoir à la fois de la valeur, une véritable valeur intrinsèque, que je garde si je me retrouve sur une île déserte et qui ne dépend donc pas du regard des autres, c'est mes engagements. Mes engagements. Qu'est-ce que je combats ? À quoi je résiste dans ce monde ? Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'actualité est très importante, parce que c'est elle qui vient vous chercher et qui vient vous dire, mais choisis ton camp. T'es de quel côté ? À quoi tu résistes ? C'est la seule manière aussi de savoir qui on est. Quand on dit, mais est-ce que ce que je suis, par exemple, ma personnalité, mon histoire ? Eh bien, même pas. Si vous me racontez votre histoire, votre personnalité, vos goûts, j'aurais pas tellement accès à qui vous êtes. Par contre, si vous me dites, je suis écolo, je suis féministe, je suis ceci, cela, ok, là, je sais à qui j'ai affaire et j'ai accès à une intimité, à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez ? Le français est très joli là-dessus, hein, ça nous tient à cœur. Est-ce que l'autorité, ça s'enseigne ? Oh, bien sûr, bien sûr. Alors, je propose dans le livre, d'ailleurs, des outils, des moyens de faire ça. Et on peut commencer à 5 ans, 6 ans. On peut commencer à jouer avec ses enfants au jeu du pour ou contre. Alors, j'ai fait ça, moi, avec ma fille et ses amis, enfin, mes enfants. Voilà, vous êtes pour ou contre les zoos. Alors, vous les accompagnez. Les zoos... on enferme les animaux pour notre plaisir, mais il y a quand même des arguments contraires qui sont que ils sont très bien soignés, ils n'ont pas de prédateurs, ils vivent beaucoup plus longtemps, etc. Mais à la fin, vous choisissez. Vous êtes pour ou contre. Et vous pouvez même aller un cran plus loin. Si vous êtes contre les zoos, parce que vous dites que ça fait du mal aux animaux, est-ce que vous vous engagez à ne plus jamais aller dans les zoos ? Ou pas ? Alors, si vous vous engagez à ne plus jamais mettre les pieds dans un zoo ou un aqualand, là, ou un machin... ça veut dire que vous avez trouvé un combat qui est important pour vous, qui est constitutif de ce que vous êtes. Vous êtes vous-même blessé par la condition animale ou le mal fait aux animaux. Voilà. Donc, mais là, vous amenez l'enfant à s'interroger sur une question qui se posait peut-être pas. Bah oui, mais c'est comme ça que j'introduis finalement la vie de la société telle qu'elle va, pour ou contre l'uniforme à l'école, et puis on peut faire ça une fois par semaine pour s'amuser. C'est toujours amusant, parce qu'au fond, et vous lui faites passer en revue finalement des tas de sujets qui faisaient peut-être pas partie de sa vie ou de son quotidien, mais vous attirez son attention et il va trouver, parce que vous savez, ces combats qu'on a tous, on les choisit pas vraiment. Il n'y a pas un rayon de magasin avec tel et tel combat. En réalité, c'est des choses qui viennent vous chercher, qui viennent résonner avec votre cœur, et vous dites « Ah non, mais ça, je ne peux pas laisser faire ça, ou je ne peux pas laisser dire ça. » Et là, la question, c'est juste de le reconnaître. Alors vous proposez à l'enfant comme ça des choses, et puis un jour ou l'autre, il va reconnaître quelque chose. Et tout ça, vous le consignez dans un carnet des valeurs. Oui. Alors au fil du temps, quand on joue à ce jeu, on peut consigner ça très simplement dans un petit carnet. Là, t'as dit oui, là t'as dit que t'étais contre, là t'as dit que t'étais pour, et ainsi de suite. Puis on peut en discuter. Quand l'enfant grandit, il acquiert des concepts. Vous savez, j'ai fait ça avec des enfants qui étaient tout à fait pour la peine de mort. Enfin bon, il y a aussi une maturité. Ou voir la torture, oui, pourquoi pas torturer les humains qui ont fait du mal. Mais en grandissant, bien entendu, vous apportez des concepts, vous découvrez des concepts philosophiques de justice. Peut-être que la torture, c'est tôt pour les enfants. Hein. Mais vous savez, les enfants de 8 ans, ils seraient tout à fait pour la torture, mais parce qu'ils ont une pensée qui n'est pas encore... assez nourri, développé, mais ça vient avec le temps, avec la maturité, quoi. La question de la valeur se pose très tôt pour les enfants. Hein. Au départ, comment les enfants se posent et évaluent-ils leur propre valeur ? Alors, les enfants ont deux moyens de
de savoir s'ils ont de la valeur. Parce que cette question se pose quand vous êtes en famille, à l'école, ailleurs. Vous dites pourquoi on m'aime et pourquoi on me garderait, au fond. Qu'est-ce qui intéresse les autres? Et donc, il y a deux moyens de développer cette valeur. C'est la comparaison. Première chose, la comparaison. Je cours plus vite que tel copain. Waouh, j'ai de la valeur. Et la deuxième, c'est la validation. J'ai des bonnes notes, j'ai des compliments. Alors c'est très bien, ça fonctionne avec les enfants parce qu'ils viennent d'arriver, ils savent pas où ils sont, justement ils cherchent à se situer par des moyens très pratiques, hein. Je me compare comme ça et puis je demande aux gens de me valider. Ça marche plus à l'âge adulte, et si vous continuez à vous comparer et à chercher de la validation, alors vous êtes foutu parce que... Il y a beaucoup d'adultes qui continuent à se comparer et à chercher la validation des autres. Et ils en souffrent énormément, et moi j'en vois tous les jours, c'est-à-dire dans la séduction, je veux séduire tout le monde, il y a des gens qui veulent séduire tout le monde pour avoir ce petit coup de feu, en quelque sorte, pour dire « Ah, j'ai de la valeur ». Sauf que la validation est très volatile, c'est-à-dire les gens tournent le dos, un patron qui vous dit « C'est vachement bien ce que tu as fait aujourd'hui », il faut recommencer demain et après-demain et ainsi de suite. Donc c'est sans fin. Et la comparaison, c'est la même chose. La comparaison, il y aura toujours quelqu'un de mieux, même plein de gens mieux sur tel et tel domaine. Et donc vous êtes perdant à tous les coups. Donc ça ne fonctionne pas et ça n'est que de la douleur. C'est pour ça qu'on a tout intérêt, dès le plus jeune âge, à construire une autre forme de valeur avec les enfants et qui est justement l'engagement, le choix d'une résistance à quelque chose. Et choisir ses propres valeurs. Choisir ou se laisser reconnaître par tel et tel sujet. Bon, beaucoup d'adultes ne connaissent toujours pas leurs valeurs. Hein, c'est pour ça que ce livre s'adresse aussi. Oui, de toute façon, il y a les questionnaires, il y a des questionnaires pour enfants et des questionnaires pour adultes. Ouais. Donc, voilà. Mais beaucoup d'adultes, si on leur demande quelles sont vos valeurs... En général, ils vous disent leurs qualités. J'écoute, je suis bienveillant, je suis loyal. Mais tout ça, c'est des généralités, on ne sait pas quoi en tirer. Au fond, moi, j'aime la justice. Bon, ok. Mais il faut chercher la justice dans quoi exactement? Il faut la situer, cette justice aussi, parce qu'on est toujours sur la question de se situer. Donc si j'aime beaucoup la justice ou je combats l'injustice, ça suffit pas. L'injustice dans quoi? Dans l'entreprise, voilà. Vous vous situez toujours de manière plus fine. L'injustice, c'est quelque chose qui revient souvent. Ouais. Ouais. Mais c'est une généralité, ça reste un avis, une opinion flottante comme ça, alors que si vous commencez à construire quelque chose, bon, l'injustice... par exemple, faites aux enfants. C'est très intéressant comme sujet, mais est-ce que ça vient vous chercher au cœur ou l'injustice dans le monde du travail voilà, raison de plus pour s'ouvrir à tout ce qui nous vient de l'extérieur et ne pas s'en couper. Alors vous abordez un sujet, alors c'est pareil, hein, c'est comme les anglicismes, mais ça tombe comme ça. C'est pourquoi certains boudent et pourquoi certains ne boudent pas. Ah, ça tombe comme ça, pas sûr. Mais moi, ça m'intéresse de savoir, parce que vous expliquez que finalement, personne ne décide de bouder, que c'est un automatisme. C'est un mécanisme de défense, mais qui se retourne toujours contre vous. Alors, ce mécanisme de la bouderie, je ne sais pas comment il faut l'appeler, n'intéresse pas les psychologues. Il n'y a pas tellement de recherche. C'est pas étudié. Et non, parce que ça a l'air comme ça un peu pas intéressant, un peu accessoire, annexe. En fait, non, c'est extrêmement central. Parce que plus vous avez un type d'attachement insécurisé, plus vous allez bouder. Ça, ce rapport est totalement démontré. Pourquoi? Parce que bouder, ça renvoie à la question de l'intimité. Est-ce que j'ai une intimité que je peux ouvrir sans avoir peur ou pas? Et quand on boude, on vous laisse, on vous vexe ou quoi, et la plupart des gens peuvent supporter ça, et puis voilà. Il y en a, ils se ferment. Et quand on boude, si vous avez déjà boudé dans votre vie, vous savez bien que vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est quelque chose qui s'est fait tout seul. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est la relation émotionnelle, le canal émotionnel avec l'autre qui s'est coupé. C'est comme un câble qui se serait coupé. D'ailleurs, vous savez, il y a un syndrome en psychologie qui est le syndrome des sosies, mais qui est dû là à une lésion cérébrale. C'est-à-dire, il y a des gens qui vous disent tout à coup, ma femme là, c'est pas ma femme, c'est un sosie. Et c'est pareil pour mes parents et mes frères et sœurs. Ils ont tous été remplacés par des sosies. Alors, c'est pas un délire psychotique, genre l'irrationnel. Non, ces gens sont vraiment persuadés de ça. Pourquoi? Parce que la lésion qu'ils ont eue au cerveau à la suite d'un AVC ou quelque chose comme ça a abîmé le circuit limbique, le circuit des émotions. Et donc vous reconnaissez visuellement les gens, mais pas émotionnellement.
Et si vous n'avez pas une espèce de réaction physique un peu inconsciente, quand vous retrouvez des gens que vous connaissez, bah vous vous dites il y a un problème. Physiquement c'est eux, mais comme j'ai pas la réaction émotionnelle, c'est pas eux. Donc après c'est transitoire ça. Mais dans le fait de bouder, c'est un peu ce qui se passe. Alors qu'est-ce que vous faites comme visage quand vous boudez? Vous avez un visage fermé. Mais ce visage, c'est exactement celui qu'on fait dans la rue. Donc tous les jours, on sort tout seul dans la rue, on fait un visage fermé. Pourquoi? Parce qu'il dit aux autres, je ne vous connais pas. Et tant mieux, parce que ça permet de circuler, de faire chacun fait ce qu'il a à faire. Si vous commencez à regarder quelqu'un de manière un peu insistante ou en souriant, c'est très perturbant, vous voyez, pour les gens. Donc c'est ce visage-là qui dit je ne vous connais pas, et le boudeur fait exactement ce visage, et il a raison, il ne vous connaît plus. Et donc il est obligé d'attendre que le câble, le fil se reconnecte pour revenir, pour réouvrir son intimité. Et comment les parents doivent-ils agir face à un enfant boudeur? Alors il faut soigner l'intimité. C'est une pathologie de l'intimité, la bouderie, le fait de bouder. Donc ça signale tout de suite quelqu'un qui n'est pas en sécurité avec vous ou avec ses parents depuis l'enfance, même avant l'âge d'1 an, pour des raisons d'ailleurs assez nombreuses. Mais il faut soigner l'intimité de son enfant, c'est-à-dire être capable soi-même d'ouvrir son intimité. Et qu'est-ce que c'est que l'intimité? Pour moi, ce sont les arrière-pensées. C'est-à-dire qu'on met des pensées en avant, des phrases, et puis on a des arrière-pensées avec lesquelles on est souvent accordé. Il faut être capable de les dire, mais vous savez, une arrière-pensée, ça peut être simplement « je t'aime », ça peut être simplement « je m'excuse ». Ce sont des choses qu'il faut faire sortir, il faut un certain courage, puisqu'il faut ouvrir son intimité. Ça peut être « j'ai besoin de toi », et donc c'est comme ça qu'on va soigner l'intimité de l'enfant et faire en sorte qu'il soit de plus en plus en sécurité. Donc surtout, il faut éviter au moment où il boude de lui dire « c'est ridicule, arrête, ça sert à rien de ton bouder. cirque Ouais. » Bon. Par contre, on peut lui dire « mais reviens quand tu veux, quand tu te sens prêt », et surtout travailler en amont, en étant accueillant avec son intimité. Et on n'agit pas sur le coup. Non, sur le coup, il n'y a rien à faire. On ne dit pas « va bouder dans ta chambre ». Oui, si on veut, mais enfin, c'est pas ça qui va réparer le problème. Peut-être que ça serait... J'ai pas de solution encore à ça. Vous n'avez pas un outil? Non. C'est trop tard. Une fois que c'est coupé, c'est coupé. Donc, il faut attendre que ça se retisse comme ça, un peu comme ça cicatrise comme la peau. Et puis, quand ça revient, on peut en discuter à ce moment-là. Oui, puisque c'est un automatisme, donc de toute façon... C'est ça, c'est un automatisme, alors qu'on peut le faire disparaître. Ouais. Moi, j'ai des cas de patients qui peuvent bouder 3 mois. 3 mois. Et puis un beau matin, ils se lèvent en sifflotant, et puis comme si de rien n'était. Voilà. Ça s'est refait. Voilà. Ils ont été libérés. Mais si on travaille en amont, on réduit beaucoup. Ça va, si on peut bouder 10 minutes, ça va. Voilà, on parle d'éducation ce matin. Éduquer, c'est rendre responsable, l'un des 2 piliers de votre méthode Eutzemeria, les nouvelles clés pour aider votre enfant à bien grandir chez Albin Michel. On parlait de la bouderie tout à l'heure, vous disiez que la bouderie c'est passionnant, il faudrait un livre pour écrire sur la bouderie. Absolument. Mais j'imagine que ceux qui nous écoutent ont peut-être dans leur entourage quelqu'un qui boude. Et des enfants déjà. Alors il y a les enfants, mais les enfants ça passe vite quand même. Oui, ça passe plus vite, il faut les envelopper. Puis ça passe. Bon, les enfants ça passe plus vite, mais il y a des adultes boudeurs. Est-ce que les enfants boudeurs font des adultes boudeurs, ou on peut devenir boudeur adulte? Non, d'abord on est tous un tout petit peu boudeurs. Là, ce qui nous différencie les uns des autres, c'est la durée. C'est la durée de la bouderie. Quand ça dure une journée entière, par exemple, c'est déjà énorme, considérable. Mais une semaine, vous imaginez. Donc oui, les enfants boudeurs feront nécessairement des adultes boudeurs s'ils n'ont pas travaillé sur cette question de l'ouverture de l'intimité. Parce que à l'origine, ce sont des enfants insécurisés dans la relation aux parents. Donc vous savez que le style d'attachement, on peut le déterminer à peu près à l'âge d'1 an. Donc les choses se jouent très très précocement. Mais pour des tas de raisons. Les parents sont probablement très aimants, mais l'enfant subjectivement a perçu dans la manière qu'on avait de le porter, de lui parler, etc., des choses qui l'ont pas sécurisé. Peut-être qu'il a eu du mal à lire les réactions des parents, ou que les parents ont eu du mal à lire ses réactions, etc. Bon. Donc, et tout ça, ça fait effectivement un profil un peu insécurisé, et ça reste toute la vie si on ne travaille pas dessus. Mais on peut travailler dessus. On est peut-être passé un peu vite sur l'intimité. Vous avez dit l'intimité tout à l'heure, ce sont les arrière-pensées, et je pense qu'on a perdu beaucoup de gens. Parce que eux, ils donnaient pas de l'intimité la définition des arrière-pensées. Non, c'est la mienne, c'est vrai. C'est votre définition de l'intimité. Aujourd'hui, on parle toujours que les enfants doivent construire leur intimité. Donc, ça veut dire quoi pour un enfant construire son intimité ?
D'abord, c'est très physique, l'intimité des enfants, c'est-à-dire que très tôt, ils doivent posséder des choses, d'ailleurs, mais aussi des espaces, leur chambre. Par exemple, très tôt, moi je pense qu'à partir de 5 ans, il faut taper à la porte de la chambre, par exemple, quelque chose d'aussi simple que ça. Avant de rentrer dans la chambre de son enfant. Ouais. Oui, alors bon, on garde un œil quand même, oui, mais on surveille quand même les petits-enfants, mais c'est symbolique. Vous tapez à la porte, ça veut dire que voilà, il y a une espèce de frontière et je te demande l'autorisation de traverser cette frontière. Alors, ça nous amène à la question de la politesse, qui est aussi le tact, vous voyez, de ne pas envahir ou être comme un intrus à l'intérieur des zones d'intimité des gens, des enfants en particulier. Et la politesse est extrêmement important, ça a l'air comme ça un peu annexe, hein. Pas du tout. Dans le couple et la famille, on demande souvent aux enfants de dire merci, bonjour madame, au revoir, etc. Mais très souvent, les parents sont un peu libres avec leurs enfants et peuvent aller même assez loin. Parfois, c'est malveillant de les insulter ou de les maltraiter un peu. Bon. Non, il faut vraiment respecter. Encore une fois, vous voyez que ce sont des limites. Il y a des limites au-delà desquelles on ne va pas, sauf avec l'autorisation de l'autre, qui vous invite à venir dans son intimité. C'est ça l'intimité. C'est ce qui est très très personnel. C'est pour ça que je disais, ce sont les arrière-pensées. Vous êtes toujours à donner des paroles et des pensées, mais qui sont une devanture en fait. En quoi elles correspondent vraiment à ce que vous pensez intérieurement. Bon, la politesse, c'est pas qu'en dehors de la maison, c'est aussi dans la maison. Alors la politesse, c'est une manière de parler à des gens à qui on n'a rien à dire. Donc on dit bonjour dans l'escalier, dehors, on dit merci, etc. Et c'est comme ça qu'on améliore les relations sociales. Donc il y a quelque chose d'un peu convenu, un peu beaucoup convenu dans la politesse, mais c'est aussi une manière de respecter l'intimité des gens. Dans l'intimité, il y a la notion physique aussi. Oui, bien sûr. L'intégrité physique. Alors ça va de soi, bien entendu, que l'intimité physique est très très importante. Donc ça veut dire la pudeur, par exemple. Oui, l'éducation à la pudeur. L'éducation à la pudeur. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui estiment qu'ils peuvent se promener nus comme ça, mais enfin, il faut prendre en compte la manière dont l'enfant perçoit ça. Et tous les adultes qui étaient enfants et qui me racontent que leurs parents se baladaient comme ça, qui venaient leur parler complètement nus, ça les mettait extrêmement mal à l'aise. L'enfant ne pense pas la nudité ou même la sexualité comme les adultes. Il y a deux langages très différents. Donc, bien sûr, oui, on éduque à la pudeur. Mais ça, c'est une époque. Hein. C'était une époque. C'était une époque. 70-80. Moi, j'ai quand même l'impression que maintenant, c'est moins. Les gens se baladent moins. C'est peut-être plus réglementé aussi. Ouais, non, j'ai pas vu, parce que peut-être aussi, les temps ont changé, donc voilà. Ouais. Il y a les questions de consentement, il y a les questions, toutes ces choses-là qui nous invitent à justement respecter l'intimité des enfants. Ouais, vous dites qu'il y a deux modes de pensée, un mode de pensée adulte et un mode de pensée préadulte. Alors oui, ça c'est mon credo, c'est-à-dire comment nous, êtres humains, et c'est existentiel, on passe d'une forme d'immaturité à une forme de maturité, mais comme les plantes au fond. Hein, donc, donc il faut définir ce que c'est que l'immaturité et la maturité. Alors j'ai parlé de pensée préadulte pour pas être vexant, c'est-à-dire que j'aurais dû parler de pensée infantile en fait. Donc, et c'est une pensée qui est à l'envers par rapport à la pensée adulte ou mature. On l'a dit tout à l'heure, par exemple, sur la question de trouver sa valeur. Les enfants se comparent et cherchent la validation. Les adultes ne peuvent plus faire ça. Les enfants tournent en rond. Demain n'existe pas. Pour un enfant de 5 ans, 6 ans, demain n'existe, ça ne veut rien dire. Les adultes, eux, ont plutôt une perspective linéaire devant eux, en sachant que tout ce qu'ils font a des conséquences et évolue. Et ainsi de suite. Donc les enfants sont caméléons, s'adaptent en permanence aux autres. L'adulte a plutôt tendance à s'affirmer, au moins dans un noyau de personnalité, quoi. Donc il y a tout un ensemble de critères qui sont définis dans le livre. Beaucoup d'adultes ont oublié des pans entiers de leur enfance. Hein. D'abord, pourquoi est-ce qu'on oublie ? Alors juste, j'ajoute que ce qui distingue aussi fondamentalement la pensée préadulte de la pensée adulte, c'est les limites, bien entendu. Les enfants n'ont pas de limites pulsionnelles, etc. Et les adultes sont contraints de reconnaître des limites, même qu'ils se donnent à eux-mêmes. Hein. Donc, alors pourquoi on oublie des souvenirs ? D'abord parce que, premièrement, si on n'est pas assez responsabilisé en tant qu'enfant,
Vous savez, quand vous êtes petit, que vous allez à une fête chez un copain, on vous met dans la voiture, voilà, et puis à un moment donné, on est arrivé, vous descendez. Vous avez été téléporté. À aucun moment, vous avez pris conscience du trajet, etc. Donc, vous n'avez pas été partie prenante véritablement de ce genre de situation. Donc, vous ne l'avez pas mémorisé. Mais une des raisons plus importantes, je crois, c'est la souffrance. Simplement, il y a des situations difficiles qu'on préfère oublier. Donc, on les oublie. Et puis, enfin, il y a des injonctions familiales qui sont « ne te souviens pas ». Ce ne sont pas des injonctions venant des parents et qui seraient verbalisées comme ça, ne te souviens pas, mais c'est induit par l'ambiance familiale. C'est-à-dire que tes souvenirs ne t'appartiennent pas, c'est peut-être les souvenirs de la famille, mais donc, voilà. Mais vous vous souvenez de votre vie à partir de quel âge ? Moi, 3 ans et quelques. J'ai des flashs, j'ai des situations même assez construites. La plupart des gens, disons qu'avant 3 ans, c'est impossible neurologiquement. On peut pas se souvenir avant 3 ans, on peut pas. Non, parce qu'il y a un phénomène de lavage de cerveau à l'approche des 3 ans. Vous savez, les bébés de cet âge-là ont beaucoup de neurones, beaucoup trop. Et il y a une sorte de lavage de cerveau vers cet âge-là qui va affiner vraiment toutes ces connexions. Et quand ça ne marche pas, d'ailleurs, ça pose des problèmes. Ensuite, on aura plutôt des types un peu autistes. Voilà. Il y a trop de neurones, et donc il faut qu'on nettoie. Et apparemment, dans ce lavage de cerveau, il y a des souvenirs qui disparaissent. Mais pas des souvenirs essentiels. Par exemple, on marche, on parle, et ça disparaît pas. Mais les souvenirs épisodiques, c'est-à-dire tel moment, à tel endroit, etc., on ne s'en souvient pas. Ça commence vers 3 ans. Voilà. Donc c'est très important. Si on a des trous comme ça dans son histoire, pour moi, c'est comme avoir des trous dans son corps. Enfin, récupérer le corps de votre vie et donc enquêter, questionner les parents, les albums, les photos, les vidéos. Et vous reconstituez. Alors ça, c'est intéressant parce que vous reconstituez une espèce de cohérence. Vous avez à la fin une vision panoramique, en quelque sorte, de votre vie, sans trou. Et par ailleurs, si on estime que les êtres humains sont tout le temps en croissance, alors la croissance, elle part de là. C'est-à-dire, comment je me fais une pensée propre de ma propre vie. Ça vous permet de vous singulariser, de vous affirmer, et puis de vous projeter vers l'avenir et d'avoir des perspectives. Mais de combien de jours de sa vie est-ce qu'on se souvient précisément ? Ah, c'est une bonne question, mais ça, je n'ai pas calculé du tout. J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je veux savoir combien de jours dont on se souvient précisément du lever jusqu'au coucher. Voilà. Ah non, mais des journées entières, je crois pas, à part un mariage éventuellement, et encore, l'oubli est très important aussi. Non, mais qu'est-ce qui fait qu'on se souvient ? En fait, c'est ça la question. C'est finalement, qu'est-ce qui fait qu'on va se souvenir de quelque chose, et finalement, il y a des choses qu'on a complètement zappées, quoi. Et ça fait mal, parce qu'on essaye de récupérer les souvenirs, et on n'arrive pas à les récupérer. D'abord, il y a une vertu de l'oubli aussi. Le cerveau oublie beaucoup, et ça, c'est très bon pour le cerveau. C'est un processus cognitif normal. On nettoie, et puis on va se souvenir principalement des choses utiles. Donc, l'oubli, ensuite, on m'a fait cette remarque lors d'une discussion en public, où je disais, bon, dans mon livre, je propose de faire son parcours de vie. C'est un des outils que vous proposez. C'est un des outils que je propose. Chaque année, 2-3 repères. Voilà, vous voyez, pas quelque chose de... Et quelqu'un me dit, mais est-ce que il n'y a pas une vertu de l'oubli ? Il y a un livre là-dessus, d'ailleurs. Une vertu de l'oubli. Bien entendu. Si vous avez un traumatisme, mettons une agression, un viol, etc., il faut d'abord s'en souvenir avant de l'oublier. C'est ça, le processus thérapeutique. Alors que de le repousser pour ne pas le regarder en face, c'est ça qui va faire le traumatisme, justement. Qui va venir vous hanter, faire un calque sur votre vie présente et se manifester sans arrêt, quoi. Donc il faut se souvenir puis oublier. C'est pour ça que le cerveau ne comprend pas la négation. Paraît-il. Oui. Ça n'a jamais été démontré. Parce qu'il a besoin d'abord de se souvenir pour oublier. D'accord. Mais ça, moi, je ne m'avance pas sur la question de la négation. C'est la négation, non ? Ouais. Non, je sais ça pas. marche. Alors moi, je veux dire, sur les enfants, mets pas les doigts dans la prise. On teste. Comment ? Ça fonctionne. Mets pas les doigts dans la prise. Oui. Mets pas tes doigts dans les yeux de ta sœur. Je sais pas. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Ne m'imaginez pas en slip en panthère. Orange. Oui, ça c'est paradoxal. Mais ça fonctionne ou pas ? Oui, mais ça n'a jamais été démontré que l'esprit ne comprend pas la négation.
C'est une idée, je crois, qui vient de la psychanalyse, mais ça n'a pas été démontré scientifiquement, du point de vue cognitif. Bon, alors vous proposez l'écriture de parcours de vie. Il y a deux exercices dans votre livre, pour enfants et pour adultes. La première question que vous posez aux enfants, est-ce que tu te souviens de quand tu étais petit ? Oui. Et là, la réponse c'est... Oui ou non, j'en sais rien, Ouais. mais en tout cas l'idée c'est de l'accompagner et de lui donner les informations, toujours de manière ludique bien sûr, et c'est des bons moments à passer avec ses enfants, on peut rigoler, on peut... Mais à quoi ça sert finalement ? Et encore En termes d'éducation. Encore une fois, ça lui sert à se situer. Je vous rappelle la définition de la responsabilité, selon moi, c'est se situer. Et donc, vous vous situez dans le temps. Alors, vous lui rappelez des choses qui sont agréables, voire pas toujours, peut-être qu'il y a des choses un peu plus difficiles. Il est tombé de son vélo, etc. Mais la question, c'est de se situer, toujours. Donc, plus vous vous situez, plus vous êtes en sécurité et plus vous êtes en possession de vos moyens. Et plus vous êtes responsable. Oui. Enfin, et plus vous apprenez à être responsable. Oui. La suite est dans votre livre, Otsemeria, et c'est passionnant. Éduquer, c'est rendre responsable. Les nouvelles clés pour aider votre enfant à bien grandir, chez Albin Michel. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Avec plaisir, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.